Bonjour à tous et bienvenue pour le workshop de mai 2019. Dans un premier temps, je vais vous demander de patienter un tout petit peu. On attend les retardataires. Euh, Par contre, n'hésitez pas à me dire si la communication passe mal. De temps en temps, mon micro fait des siennes. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si vous ne m'entendez pas. Voilà, je vous mets en attente pendant une petite minute, le temps que les derniers retardataires se joignent à nous. Merci. Donc, nous allons commencer le workshop. Euh, Ce mois-ci, le workshop tourne autour de la sécurité du trunk SIP euh, euh, par l'intermédiaire d'un réseau mobile et également la continuité de service. Alors, poste à poste, dans le cadre d'un modèle Centrex, sachant que j'ai également rajouté une petite. J'ai splitté cette partie en deux parties. Vous le verrez lors de la présentation. Dans le cas de la continuité de service poste à poste, en fait, on a deux approches possibles. L'une avec le SIP registrar, donc qui est une licence qui permet d'enregistrer les postes en local, et une deuxième solution par l'intermédiaire du SIP Survivability, qui est une option qui est disponible chez nous, euh, qui apporte en fait la continuité de service en local et à distance sur les smart nodes. Donc, vous avez en fait sur les possibilités de trunking sont toutes cumulables. Donc, vous pouvez en fait utiliser une fonctionnalité de trunk sur réseau mobile en utilisant le SIP Survivability et également le SIP Registrar en local. Voilà. Donc, les solutions dont je vais vous parler aujourd'hui sont utilisables soit une par une, selon vos besoins spécifiques, soit tout ensemble, si jamais vous voulez avoir une solution avec un backup sur de la 4G, par exemple. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu didacticiel et pas uniquement que théorique. Donc, je passerai la main sur un accès SSH pour vous montrer les commandes. Sachant que le but du webinaire n'est pas de faire une formation technique en une demi-heure, ça serait un miracle de pouvoir tout vous expliquer, mais de vous montrer que la solution est en fait assez simple à mettre en œuvre quand on a un petit didacticiel. Dernier petit point, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main. Si vous avez des questions, autant que j'y réponde au fur et à mesure de la présentation, mais n'oubliez pas on a une session de questions-réponses en fin de formation si vous désirez poser des questions sur des points particuliers ou élargir le- la présentation à autre chose. Voilà. Donc, pour le fonctionnement en fait du trunk SIP, en fait,
peut utiliser aujourd'hui sur les smart nodes qui ont un port USB, on peut utiliser une clé 4G. On peut, on peut utiliser une clé 4G. Cette clé 4G en fait vous permet de faire soit un backup sur un réseau 4G, soit d'utiliser un réseau 4G. Tout simplement, si jamais vous voulez utiliser le réseau 4G en solution principale, il n'y a pas de contre-indication particulière. Voilà, c'est vrai qu'on a plutôt tendance, d'un point de vue commercial, à présenter la solution 4G comme une solution de backup d'une solution de lien principale. C'est une solution qui peut être utilisée en redondance, en équilibrage avec une solution principale sur un trunk principal. Voilà. La solution de clé 4G, en fait, ne fonctionne qu'avec un certain nombre de cartes, de clés, dont je vais vous donner la liste par la suite. Donc, le fonctionnement 4G, en fait, est assez simple. Une clé 4G que vous connectez sur votre Patton, une licence nécessaire, une licence pour la clé, pour la clé USB, euh, une licence modem. Et c'est tout. En tout cas, si jamais vous voulez faire que du routage directement sur la clé. Il est intéressant de savoir également que il est pas mal d'utiliser une clé avec une extension d'antenne, par exemple, si jamais vous voulez avoir un fonctionnement optimum. C'est juste un petit mémo parce que assez régulièrement, les équipements sont dans des baies et il est pas mal de penser à déporter en fait l'antenne en dehors de la baie. Voilà. Donc le fonctionnement en fait est assez simple. Si jamais vous voulez l'utiliser en mode backup de trunk, vous pouvez, lors du défaut d'un trunk, router directement sur la clé 4G. La solution pour ça, en fait, c'est une solution par l'intermédiaire d'un groupe un groupe d'appels sortants. Donc, je vous montrerai quand on passera à la partie technique. Donc voilà, donc en cas de coupure du trunk SIP, en fait, vous routez vos appels par l'intermédiaire du réseau 4G. Selon le type de fonctionnement que vous avez, soit en mode Centrex, soit en mode PBX, donc le routage se fera en local entre vos postes et le trunk se fait que que, euh, sur un ISP ou en cas de mode hébergé, vous pouvez router en fait tous vos appels SIP par la clé. Voilà. Donc les différents modems USB compatibles. Aujourd'hui, la liste est assez simple. C'est essentiellement basé sur les chipsets. Donc, si par exemple vous avez une clé Huawei qui est plus récente, quand vous regardez en fait le chipset fonctionnera. Euh, Autre point important, on peut rajouter assez simplement et compiler simplement sur nos systèmes des nouvelles clés. Donc si jamais il y a des besoins spécifiques, n'hésitez pas à venir vers nous pour faire tourner une clé particulière. Euh, Plusieurs types de fonctionnement, plusieurs types de configurations selon le type de clé utilisée. Certaines clés ne fonctionnent que en DHCP par exemple. Donc vous verrez dans la configuration, en fait, on choisit selon le type de clé, on choisit le type de configuration. Alors, euh, deux manières en fait de configurer votre clé 4G, soit de manière dynamique, soit de manière statique. Tout simplement, n'oubliez pas que quand vous pluguez une clé sur un équipement à base d'un Linux, vous pouvez avoir la reconnaissance automatique de cette clé. C'est le cas sur le Smart Node. Donc, quand vous pluguez votre clé, cette clé sera reconnue par l'équipement. Donc,
voilà la to-do list en fait pour connecter une clé 4G. Donc d'abord créer un port virtuel et le lier au modem physique. Donc quand vous mettez la clé, le modem physique est reconnu par le smart node et vous liez avec la, le port virtuel. Point important, pensez bien à mettre en place la licence pour modem avant de faire l'installation. Tout simplement parce qu'une fois que vous avez installé la licence, il faut redémarrer le, le smart node pour que celle-ci soit effective. Ensuite, configuration des paramètres du réseau, en fait cellulaire. Configuration de l'adresse de votre clé, donc DHCP ou statique selon les cas, sachant que aujourd'hui je ne connais qu'un seul opérateur qui fait de l'adresse IP statique sur réseau 4G. Activation du modem et enfin vous pouvez vérifier le fonctionnement de votre installation en affichant la configuration et l'état du modem. Un dernier point, si jamais vous avez besoin en fait de comprendre un dysfonctionnement, vous pouvez utiliser le debug en fait qui est présent sur le smart node pour la clé. Donc la première méthode en fait pour relier l'équipement, la clé sur le smart node. Donc les deux méthodes, la méthode automatique entre guillemets et la méthode manuelle. Donc la méthode manuelle, en fait, il suffit en fait de déclencher le port et de lier en fait la clé USB avec les paramètres qui sont propres à, à votre équipement. Alors hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il est important en fait d'avoir cette licence. Ici, j'ai un équipement de test sur lequel j'ai activé un certain nombre de licences. Vous pouvez voir que ce sont les licences de la présentation d'aujourd'hui. Donc vous avez cette licence, celle modem qui est indispensable. Voilà. Et cette licence, en fait, vous permet d'activer le modem USB. Donc il faut penser à la mettre en place avant le démarrage. Donc quand vous avez quand vous avez ajouté cette licence, vous pouvez lancer la configuration de votre matériel. Donc première méthode, alors je ne peux pas vous le montrer sur le shell en cours, parce que la configuration est déjà faite. Donc j'aurai des messages d'erreur parce que les ports sont déjà occupés. Donc, vous activez votre port virtuel, soit de manière manuelle, soit automatique. Et ensuite, vous liez l'ensemble. Ah, je voudrais bien vous le montrer. Voilà. Alors, voilà. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, port virtuel. Alors, toujours avec l'aide contextuelle de commande. Port virtual, cell modem et le numéro du port. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, la configuration est déjà montée sur mon équipement. Donc l'interface est déjà bindée et l'équipement est déjà up.
Donc la configuration ensuite de l'adresse IP du modem. Donc petite particularité, alors cette configuration est assez simple, mais petite particularité, c'est la configuration de l'adresse IP. Donc là, je vous demande de vous reporter au tableau que l'on a vu tout à l'heure, au tout début. Voilà le tableau sur lequel, en fait, vous avez le type de configuration d'adresse. Donc ici, en fait, quand vous tapez l'adresse, vous déterminez le type de configuration. Voilà, et là, vous faites le bind de votre configuration. Voilà. Je vous montre ici. Vous avez sur ces lignes-là le modem qui est monté sur mon smart node. Donc le link USB se fait avec le numéro de vendeur et la version du produit, qui indiquera également sa priorité, le MTU que l'on peut modifier également. Et je fais un bind sur l'interface. Là, j'ai créé un WAN2 sur lequel je fais mon bind. Donc pourquoi un WAN 2? Tout simplement parce qu'avec un WAN et un WAN 2, je pourrais router en fait soit en équilibrage de charge, soit en failover d'un lien à l'autre. Comme vous pouvez le voir, ici on a des informations euh, liées au modem. Donc on peut demander ces informations. Hop, voilà, et moi c'est le 1. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une adresse IP. Alors je n'ai pas de SIM dans ma clé, donc je n'ai pas d'attribution d'adresse IP par un fournisseur. Mais vous avez en fait la configuration du modem. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie configuration d'une clé USB? C'est relativement simple. Donc, comme vous pouvez le voir, grosso modo, on plug la clé, on choisit, comme vous pouvez voir ici, on choisit la configuration soit manuelle, soit automatique. On crée le contexte qui correspond. Dans ce contexte, on détermine la manière dont on attribue l'adresse IP. On lit le port virtuel et on lit l'interface WAN qui va être dédiée à cette connexion. Voilà. Donc pas de questions. Donc on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie qui est comment assurer la continuité poste à poste dans le cadre d'un modèle Centrex. Donc comme je vous le disais, j'ai divisé en deux parties cette question en fait, tout simplement parce que on peut répondre de deux manières différentes euh, à cette problématique. On peut répondre soit en utilisant le registrar local sur le smart node, soit en utilisant la fonction SIP Survivability. Le registrar local en fait sera un enregistrement des équipements l'enregistrement des équipements directement sur le smart node. Donc, le gros avantage de cette solution, en fait, pour avoir une continuité de service sur les postes locaux, le gros avantage, en fait, c'est que comme les téléphones sont enregistrés directement sur le smart node, si jamais vous avez une perte du lien vers votre fournisseur d'accès, eh bien, cette perte de lien, en fait, n'impactera pas les appels locaux. Donc, vous aurez toujours, si vous êtes sur une solution multisite, par exemple, vous aurez toujours vos appels locaux entre les différents postes ou dans un bureau d'ailleurs, vous aurez toujours les fonctionnalités locales. Euh, Là, c'est vraiment dans le cas d'une utilisation restreinte, c'est-à-dire que vous n'aurez pas accès à la messagerie, vous n'aurez pas accès aux fonctionnalités qui sont propres au PBX, qui lui est hébergé euh, sur un cloud ou hosté chez un fournisseur. Voilà. Donc cette première solution-là, en fait, vous permet un fonctionnement, on va dire, en mode dégradé,
mais un fonctionnement en local. Cette solution est assez transparente. Vous n'avez pas de configuration à faire à la volée, vous n'avez pas de modification à faire à la volée. Par contre, cette solution entraîne la mise en place du SIP Registrar, de la licence Registrar et la configuration pour chaque poste d'un enregistrement sur le Smart Node. C'est-à-dire qu'en fait, les postes ne sont pas enregistrés sur votre PBX hébergé, ou votre solution Centrex opérateur, mais le poste s'enregistrera sur le Smart Node et le Smart Node lui-même s'enregistrera soit de manière globale si c'est un trunk, soit compte par compte SIP sur le fournisseur. Donc là, le Smart Node a son rôle de proxy. Donc il interviendra comme registrar en local et comme proxy en fait pour l'enregistrement distant. La deuxième solution, c'est une solution avec le SIP Survivability. Donc cette solution-là, en fait, c'est une solution qui est propre au fonctionnement au Smart Node. C'est une solution en fait qui est assez innovante parce que c'est quelque chose de complètement transparent. Vous n'avez pas le besoin d'enregistrer les équipements sur le Smart Node pour que les appels locaux continuent à fonctionner. Je m'explique. Euh, Si jamais vous avez un équipement, en fait, un téléphone qui se connecte sur une solution hébergée, euh, l'ensemble des informations SIP transitent par le Smart Node. La solution SIP Survivability, en fait, une solution type, on va dire DNS SIP, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire une table, une matrice en fait de l'ensemble des informations qui transitent sur le Smart Node. On ne regarde pas, on n'intervient pas en fait sur le trafic, on observe le trafic. Ça nous permet d'avoir une topologie en fait locale. Donc on connaît dans notre table en regardant les informations s'y passer, on est capable de savoir quel type d'équipement est en local et quel type d'équipement se connecte, donc l'adresse IP de l'équipement et dans quel état il est en fait lors de sa communication avec l'extérieur. Euh, et à partir des informations entre le local et le distant, on est capable d'avoir une matrice totale de ce qui se passe sur le réseau. Et si jamais il y a coupure du réseau extérieur, on a un état de l'ensemble des transactions SIP en cours. À partir de cette information-là, en fait, on est capable d'avoir une continuité de service en local ou de router sur un autre support. Alors c'est pour ça que je vous disais que c'est complémentaire avec la 4G, c'est qu'on est capable en fait, là je ne l'ai pas indiqué sur le schéma, mais on est capable, si jamais on a une fonction 4G, couplé avec le SIP Survivability, on est capable de rejouer les transactions par l'intermédiaire de la clé 4G. Alors attention, il n'y a pas de continuité d'appel. Si l'appel est coupé, si l'appel est en cours, la voix sera coupée. La voix est transportée par le lien, donc elle sera coupée. Par contre, on va avoir une continuité de l'enregistrement et on pourra rejouer l'enregistrement. Donc, ça permet d'avoir une continuité totalement transparente. Et ça, quel que soit le type d'équipement sur le réseau local, quel que soit le type d'équipement cible sur le réseau local. La grande différence entre cette solution SIP Survivability et la solution en registrar, c'est que le SIP Survivability va être tout terrain. Il est capable de s'adapter à des nouveaux équipements qui sont mis en place sur le réseau local. Par exemple, quelqu'un est en déplacement, un commercial par exemple qui se déplace beaucoup, vient au bureau, utilise son softphone sur son téléphone, sur son ordinateur portable par exemple. Si jamais dans la solution Registrar, vous n'avez pas prévu un enregistrement sur le Smart Node, eh bien, cette personne-là perd la connexion avec le monde extérieur. Dans le cas de l'utilisation de la licence SIP Survivability,
on a dans notre matrice, dans notre DNS, on a l'information concernant ce softphone sur ce PC. Et donc, on a la possibilité de lui proposer une continuité. Donc, une continuité d'appel. Voilà. Ce sera vraiment la grande différence entre les deux. On peut utiliser les deux modes ensemble, puisqu'on peut également établir des règles, par exemple, de priorisation d'appels. On peut par exemple utiliser la licence SIP Registrar pour enregistrer les téléphones importants, des fax, etc., etc. Et puis utiliser SIP Survivability pour avoir une continuité de service pour des équipements qui n'étaient pas prévus dans le schéma de continuité de service au départ, mais par exemple router ces personnes-là sur un lien de secours de débit plus faible. Voilà. Et puis router par exemple les personnes qui sont enregistrées par l'intermédiaire du SIP Registrar sur une solution avec une clé 4G sur laquelle ils sont prioritaires. Voilà, n'oubliez pas que sur le Smart Node, vous avez une très grande latitude de configuration et vous pouvez créer assez facilement des contextes et pour ces contextes-là, définir lequel est prioritaire par rapport à un autre. Bon, je vais vous passer je vais pas rentrer dans le détail de la configuration du SIP Survivability parce que je pense que c'est pas la question du jour, mais sachez que si vous avez besoin de mettre en place un plan de continuité de service, n'hésitez pas à nous demander. On pourra vous expliquer comment fonctionne le SIP Survivability. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des informations que je vous ai données précédemment, on a on- en fait le fonctionnement de Survivability sera un fonctionnement qui sera, contrairement au registrar, qui sera totalement transparent. Et en fait, on conserve donc, comme je vous le disais, une copie en fait des requêtes SIP. Et ça, c'est en observant en fait les transactions qui sont en cours. Donc là, je vous précise que c'est dans le requête et dans le contact, dans le requête URI et dans le contact header. Euh, en fait, en observant en fait ces différentes requêtes, on est capable d'avoir une topologie complète des transactions SIP en cours. Voilà. Donc, si jamais, par exemple, le service devient inaccessible sur, par exemple, une requête register qui vient d'arriver sur le réseau local, donc vous avez votre lien qui vient de tomber, un téléphone envoie une requête register, la requête est traitée avec une authentification, est traitée avec un 200, pardon, donc une réponse OK à la requête SIP sans authentification. Si jamais un équipement est en train d'envoyer une demande, une requête cancel, eh bien la réponse qu'il recevra sera un 200 OK. En cas de demande d'acquittement, elles seront ignorées. Et si jamais vous avez une demande, un invite en fait qui arrive, donc la réponse sera une réponse 302 avec une redirection sur le lien de secours si jamais le lien de secours a été prévu dans le plan de continuité. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là. J'essaie de rester le plus général possible pour ne pas rentrer dans le détail, mais n'hésitez pas à me poser une question si vous en avez une. Donc, la fonction Survivability, la configuration en fait se fait en plusieurs points. Donc là, je passe sur un côté un peu plus technique. Donc, on configure, en fait, c'est juste une checklist pour la mise en place du SIP Survivability. Alors, première chose, avoir une licence SIP Survivability, bien sûr, sur l'équipement. Il faut configurer donc un pont Ethernet. Il faut créer un service de location qui soit propre, en fait, au SIP Survivability. Il faut créer donc une passerelle. Alors,
toutes ces fonctions-là sont des fonctions, quand je dis il faut créer une passerelle, c'est pas une passerelle physique, on est bien d'accord que c'est une passerelle au sens gateway sur la configuration du smart node. Il faut ensuite configurer le routage des appels, donc soit un routage en failover, soit un routage par l'intermédiaire d'un groupe d'appels, qui vous apporte en fait la possibilité de faire un failover totalement transparent. Et enfin, il faut configurer le service Subservability. Donc je vous passe en fait la configuration. Vous pourrez récupérer les informations de ce fichier-là qui sera en ligne. Vous pouvez faire un copier-coller de la configuration. Donc on configure en fait le pont Ethernet. Donc le contexte en fait sera le contexte bridge et on crée un groupe bridge dans lequel en fait on va créer donc ce pont Ethernet dans le contexte IP routeur. Ensuite, le deuxième point, c'est la création du location service. Donc, on crée un location service, on lui donne un nom à peu près reconnaissable. Donc, normalement, chez nous, par défaut, on les appelle LS dans les fichiers de configuration. Dans le cas présent, on va l'appeler LS Surv pour Survivability. Petit point important, c'est vrai que je le dis pas parce que j'ai toujours l'habitude de le faire de cette manière-là, mais la configuration comme je vous la présente ici, soit vous faites un copier-coller dans un fichier de configuration et vous l'adaptez à votre besoin, soit vous le faites directement en ligne de commande, en SSH. Je vous conseille fortement de le faire en ligne de commande, c'est très rapide. Ça vous évite en fait des erreurs d'espace ou de caractères non reconnus. Voilà, donc le service le location service. Ensuite, il suffit de créer une gateway qui lui sera spécifique. Donc, comme vous pouvez le voir, on l'appelle SIP Gateway Survivability. C'est juste une convention de nommage. Il n'y a pas d'obligation à le nommer de cette manière-là. Que l'on soit bien d'accord. C'est une convention de nommage. On les met en majuscule pour rapidement visualiser les contextes dans le fichier de configuration. On n'utilise pas d'espace, on met toujours des caractères, on évite les caractères spéciaux, hormis le underscore, qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité du nom du contexte. Voilà. Donc SIP Gateway Survivability, c'est un choix personnel, c'est pas du tout une obligation liée au produit ou à la fonctionnalité. Voilà. Et ensuite on crée le routage des appels. Donc le routage des appels, en fait, on route sur un service, comme vous pouvez le voir ici. On route sur un service qui s'appellera service hunt local. Et ce service que vous voyez ici est un service qui va router en fait sous forme de groupe d'appels. Donc avec une route 1 sur un service et une route 2 sur l'interface. Voilà. Donc c'est pas très compliqué en fait. On utilise la fonction hunt group pour faire notre solution de failover. Et enfin, la partie la plus importante. Alors ça, cette configuration est totalement adaptable selon vos besoins, hein, bien sûr. C'est vraiment un exemple de configuration de routage d'appel. Vous pouvez créer à peu près tous les routages que vous envisagez. Et enfin, la mise en place du service SIP Survivability sur lequel en fait on lit avec le contexte que l'on a créé précédemment. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si pardon, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Je ne vais pas aller plus loin dans la configuration du site Survivability, hormis vous montrer une nouvelle fois, quand vous prenez un équipement, vérifiez bien que vous ayez les licences actives afin d'utiliser. Voilà, vérifiez bien avec un show système licence si jamais vos licences sont actives. Si jamais vous êtes certain de l'avoir dessus, vérifiez quand même une deuxième fois. C'est toujours lorsque l'on fait la configuration et que l'on bute sur un
je sais pas, le non-démarrage de la fonction Observability, dans 99% des cas, c'est que soit on a oublié d'activer la licence, soit on a pensé qu'on l'avait activé, mais en fait, on n'a pas redémarré, on n'a pas redémarré l'équipement. Donc moi, je vous conseille fortement d'aller jeter un petit coup d'œil à chaque fois sur l'état des licences pour être sûr que vous avez d'actifs les licences voulues. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement du SIP Survivability, du registrar ou toute autre question d'ailleurs qui se... N'hésitez pas, si vous avez l'icône pour lever la main, vous n'hésitez pas à me poser euh, la question qui vous intéresse. Donc, bon, écoutez, pas de questions. En cas de questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, vous avez mon email et mon numéro de téléphone. Euh, je suis disponible assez rapidement par email, plus par email que par téléphone, mais vous pouvez utiliser les deux sans aucun souci. Euh, N'hésitez pas à me poser des questions, même si jamais vous avez des cas particuliers, vous savez commencer à utiliser soit la fonction Observability, soit Registrar, euh, soit n'importe quelle fonction de continuité et que vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à ouvrir un ticket. Alors, je suis là pour vous répondre et le support est là pour vous répondre également. Donc, vous pouvez ouvrir un ticket en français ou en anglais. Avec l'avantage, si vous l'ouvrez en anglais, d'avoir une réponse qui sera sans doute un tout petit peu plus rapide. Donc, n'hésitez pas à le faire en anglais si l'anglais vous va. Voilà. Je reste disponible pour répondre à vos questions et je vous invite à vous inscrire pour le mois prochain au prochain webinar et n'hésitez pas à me faire des remarques sur des points que vous souhaiteriez aborder durant les prochains webinaires pour 2019. Voilà, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite à tous une bonne journée.